Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal. Je ne suis pas sûr qu'on vous entend correctement. J'ai reçu les procurations suivantes. Donc Séverine Limon qui me donne procuration, Daniel Masson qui donne procuration à Nathalie Houillet. Nathalie rapportera les points que Daniel rapporte d'habitude ce soir. Tibia Olivier Fall qui donne procuration à Alice Renard, Laure Caddy qui donne procuration à Laurence de Carré, Éric Gavaret qui donne procuration à Yvan Bacle et Charles Herman qui donne procuration à Madame Lotte. Je crois qu'on a reçu tout à l'heure la procuration d'Isabelle Rofier qui donne procuration à Bertrand Augustin, c'est bien ça, et puis Mathieu Mitraille et Linda Federico qui donne procuration à David Lorraine. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les procurations. Le secrétariat de la séance est ce soir assuré par Véronique Desruas et je l'en remercie. Je vous propose que nous entamions l'ordre du jour. Donc le point 1 appelle l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Monsieur Goubert, je vous laisse la parole. Et donc je voulais revenir sur... en fait, le groupe Uni avait fait une demande qui vous est arrivée avant le conseil municipal dernier, qui vous demandait une correction sur le PV. Il y avait plusieurs points, il y avait l'office du tourisme, il y avait également le point qui m'avait valu des attaques personnelles de M. Racle en ma vie privée. Et en fait, vous avez dit à la fin au moment du conseil municipal la dernière fois, vous avez dit que vous joindriez cet élément, ce courrier du NI en annexe du conseil, du PV du conseil municipal. Et je ne l'ai pas vu. Donc voilà, donc je voulais signaler ça. La deuxième chose, vous deviez également, vous avez dit, je cite vos propos, vous aviez dit qu'il manquait une annexe pour l'entrée de Séverine Limon, il manquait une annexe avec l'ensemble des conseillers municipaux, et que vous me l'enverriez le lendemain, que les services me l'enverraient le lendemain. Je n'ai rien reçu. Donc voilà les deux points. Ce qui était l'annexe. C'était l'annexe qui récapitulait l'ensemble des conseillers municipaux. Oui, tout à fait. Donc, je ne l'ai pas reçu. Donc ça, c'est les points inexacts ou incomplets que vous aviez dit que vous corrigiez, qui n'ont pas été faits. De manière plus générale, il y a un souci sur les deux derniers conseils municipaux. Les vidéos sont inaudibles au début, donc à la fois le conseil municipal d'avril et de mai, et il n'y a même plus de compte-rendu, puisque j'ai regardé sur le site internet, avril et mai, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas de PV. Voilà. Enfin, il y a un PV pour nous, mais il n'y a pas un PV public, en fait, sur le site internet de la mairie. Voilà. C'est faux. Sur le PV, soit très clair, les PV ils sont mis en ligne. Les PV ils sont mis en ligne une fois qu'ils ont été validés par le conseil municipal. Donc celui de ce soir, lorsqu'il aura été validé par le conseil municipal et que les corrections auront été apportées, il pourra être mis en ligne. Donc j'imagine, les services, d'ici 8 jours, il pourra être mis en place, mis en ligne sur le site de la ville, qu'il soit accessible. Sur la qualité de la vidéo, on a pris note, vous l'avez déjà signalé, on va essayer d'améliorer la qualité du conseil. Allez, c'est ce que je vous interromps. Et il n'y a pas non plus les PV d'avril non plus. Les PV ils sont. Non, les deux derniers n'y sont pas. On vient de vérifier. Enfin, les services m'indiquent qu'ils y sont. Donc, et tu vois là, qui valide. Est-ce que sur le PV il y a d'autres remarques? Je fasse une réponse globale, monsieur Augustin. Vous avez déjà apporté certains éléments.
Sur le PV, nous on a noté une nette amélioration de la rédaction et de la structuration du PV, donc c'est beaucoup plus lisible et il va vers quelque chose, donc il faut le souligner. Je rejoins les propos d'Amaury Guibert sur le fait que le début de la vidéo n'est pas audible. Alors autant la dernière fois c'était un problème d'occupation de la salle à côté avec beaucoup de bruit, là c'était pas le cas parce que c'est un problème de bande sonore qui est décalée ou qui repasse en surimpression. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, monsieur le maire, mais au début, on vous entend en même temps que les questions d'Isabelle et ça tourne un peu en boucle. Donc là, c'est un problème technique, c'est pas un problème de cours de théâtre à côté, ou de cours de danse. Donc, il faudrait sans doute vraiment s'assurer que les vidéos sont exploitables, parce que vous avez annoncé également que les PV Lite, parce que les vidéos sont là, mais si les vidéos ne sont pas utilisables, ça pose quand même un problème historique. Je vous rejoins. Peut-être aussi d'équiper un peu différemment cette salle du conseil municipal là-dessus. Vous n'avez pas le micro. Excusez-moi. Je dirais tout d'intérêt aussi, peut-être équiper de meilleure manière en termes de vidéo et de cette salle du conseil municipal. Sur les questions de M. Guibert, en tout cas, les services ont entendu vos remarques sur le PV. Sur les corrections, reprendre des corrections qui auraient dû être apportées au dernier PV pour qu'on les porte à ce PV. Et puis on joindra le mail que vous nous avez fait passer au PV. Au dernier PV, on le joindra du coup au PV du 21 mai. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Donc un contre, qui s'abstient? Pas d'abstention, donc le point est validé. Le point 2, il s'agit du comité de direction de l'EPIC et de remplacement d'un membre démissionnaire. Véronique. Oui, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, suite à la démission de Pascal Rochard, il convient de désigner un nouveau membre dans le collège de l'EPIC. Je vous rappelle qu'il y a 2 collèges au sein de l'Office de tourisme, un collège des élus et un collège des socio-professionnels. Et certains membres de l'EPIC ont émis le souhait de devenir non plus titulaires mais suppléants. Donc, en résumé, intègre le codir de l'Office de tourisme, M. Cassal, et M. Valla et Charles Herman Gomez, qui étaient avant titulaires, deviennent suppléants. Et M. le maire, qui était suppléant, devient titulaire. Voilà à peu près les grandes modifications qui sont apportées. Si vous voulez, je peux vous faire un rappel des membres actuels en tant que titulaires et suppléants. Et après, vous avez dans la délibération la liste des titulaires et la liste des suppléants. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Augustin. Je voulais que vous me refassiez la synthèse, parce qu'en fait j'ai compris qu'il y en avait 2 qui sortaient, donc Julien Valla et Charles Herman. Édouard rentre, monsieur le maire vous rentrez, mais c'était le remplacement de Pascal Rochard. Alors, je vais la refaire. Ouais, merci. C'est bon. C'est bon. Donc aujourd'hui, siège à l'Office de tourisme en tant que titulaire Véronique Beaune, Éric Gavaret, Charles Herman Gomez, Yvan Racle, Julien Valla, Dany de Rennes et Mathieu Emery. Son suppléant, Vincent Scatolin, Pascal Rochard, Sophie Bertouka, Serge Baillet, Laurence Beccarelli, Nathalie Houlier et Isabelle Grosfillet. Donc à partir de ce soir, le codir de l'EPIC sera composé en tant que membre titulaire de Véronique Beaune, Éric Gavaret, Vincent Scatolin, Yvan Racle, Édouard Cassal, qui intègre le codir, Dany de Rennes, Mathieu Emery, et en tant que membre suppléant, Julien Valla, Charles Herman, qui deviennent suppléants alors qu'avant ils étaient titulaires, Sophie Bertouka, Serge Baillet, Laurence Beccarelli, Nathalie Houlier et Isabelle Grosfillet. Donc là, il n'y a pas de changement. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur Augustin? On est bon. Les minorités ont chacun un siège. Oui, qui ne change pas. La majorité occupe le reste.
Je peux vous Alors, avez- en fait, il faut faire préciser ça. Enfin, il y a le changement principal, c'est l'arrivée de Monsieur Édouard Cassal en tant que titulaire. Monsieur le maire devient titulaire. Et Charles Herman et Julien Vallat, qui étaient avant titulaires, deviennent suppléants. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. La délibération numéro 2 est approuvée. Je vous remercie. 2.3. Il s'agit de la cession de l'État de Cré de la Neige. Cela a été présenté en commission finance notamment. Donc la ville a été sollicitée par le centre hospitalier du Pays de Gex. Je le rappelle, dépend du centre hospitalier d'Annecy et Genevois pour faire des travaux au sein de l'EHPAD. L'objectif étant à la fois de réaliser des travaux sur le bâtiment existant, des travaux d'amélioration du confort des résidents, mais également de pouvoir réaliser 12 unités supplémentaires d'accueil qui viendront compléter les 70 chambres de l'EHPAD. Pour mémoire, l'EHPAD avait été un projet qui avait été porté par la ville de Divonne-les-Bains au début des années 2010, qui s'inscrivait dans le cadre de la transformation de la résidence des anciens, des aînés, qui était située sur le lieu d'école Guy-de-Maupassant, pour un établissement plus hospitalier qui offre des services médicaux différents de ceux qui étaient offerts à l'époque par la résidence des anciens. Une convention de transfert de gestion avait été signée entre la ville et l'hôpital local de Gex pour que l'hôpital local de Gex puisse assurer l'ensemble des charges de l'EHPAD après que la construction ait été réalisée par la ville. Quand je parle de l'ensemble des charges, c'est quasiment l'ensemble de l'emprunt qui avait été contracté par la ville, mais également l'ensemble des charges d'entretien du bâtiment. Aujourd'hui, vous le savez, l'ARS a ouvert l'Agence régionale de santé, dans le cadre de son schéma régional, a ouvert la possibilité à l'hôpital local de Gex de devenir un hôpital de proximité, c'est-à-dire de pouvoir assurer des services à la population en médecine avancée ou déportée de l'hôpital d'Annecy, de pouvoir accueillir un scanner et de pouvoir augmenter la capacité d'accueil du CESIM, qui est le centre de première urgence mis en place par l'agglomération du Pays de Gex. Et pour ce faire, ils ont un plan de développement qui passe notamment par la construction de 10 unités à Divonne, de manière aussi à pérenniser le fonctionnement d'un EHPAD à Divonne-les-Bains, ce qui n'était pas garanti avant ce schéma porté par l'ARS. C'est la raison pour laquelle ils nous ont sollicité pour qu'on puisse leur céder le bâtiment, le site, de manière à ce qu'ils puissent, eux, derrière, investir et réaliser 2,5 millions d'euros de travaux pour, comme je l'ai dit au préalable, rénover le bâtiment et puis étendre le bâtiment dans l'extension qui était prévue lors de la construction de ce bâtiment à l'origine pour y accueillir 12 unités complémentaires. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'acter le transfert, la cession à l'euro symbolique de l'EHPAD du Cré de la Neige à l'hôpital local de Gex, qui gère déjà dans les faits cet établissement de santé. D'un point de vue plus politique, la proposition qui vous est faite ce soir est une proposition que nous avons portée comme un soutien au développement des infrastructures médico-sociales hospitalières sur le territoire. La ville aurait pu faire le choix de vendre ce terrain, mais le choix que nous avons fait, c'est plutôt le céder à l'euro symbolique en prenant les garanties que l'EHPAD resterait à Divonne-les-Bains sur une longue durée, ce qui n'était pas garanti jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, que des travaux seraient réalisés dans le bâtiment pour pouvoir assurer le confort des résidents. Et troisièmement, qu'on puisse augmenter les capacités d'accueil de l'EHPAD pour permettre de répondre aux besoins croissants d'accueil de résidents à l'EHPAD qui, on le sait, est un vrai sujet aujourd'hui, notamment le développement avec le vieillissement de la population, la nécessité
répondre aux besoins liés à la dépendance. Et enfin, le quatrième point, et c'est un point plus financier, l'hôpital local de Gex a participé à hauteur de 5,4 millions d'euros au remboursement d'un prêt qui avait été contracté à l'époque par la ville et qui a été transféré à l'EHPAD à l'hôpital local de Gex lors du transfert de gestion en 2011. Et aujourd'hui, faire payer à nouveau l'hôpital local de Gex sur un bien qu'ils ont déjà payé nous paraissait pas adapté à la situation actuelle. Voilà en quelques mots le projet de cession de l'EHPAD. C'est les remarques et les questions. Monsieur Quiconquois, je vous laisse débuter. Alors nous, on est un petit peu surpris de voir cette session. On aurait aimé avoir une autre approche un peu plus proactive, en ayant un débat bien en amont, en commission finance par exemple. Moi, ça fait déjà plusieurs fois que j'appelle de mes voeux un débat sur l'émission de la ville. Et qu'est-ce qu'on doit avoir comme patrimoine, qu'est-ce qu'on doit céder, etc. Et on n'a pas, et on se retrouve devant cette session qu'on subit, mais en fait, on n'a pas exactement de débat pour en discuter en préalable, et c'est dommage. Peut-être qu'elle est très bien, mais en réalité, on n'aura pas tous les tenants et les aboutissants. Et donc, nous, on votera contre, parce qu'on a un problème de stratégie ici. Le deuxième point, c'est qu'on a un patrimoine immobilier, on doit pouvoir le gérer sans pour autant, dès qu'il y a des investissements un petit peu importants à faire, devoir le vendre. Peut-être qu'il y avait des moyens de garder le patrimoine immobilier tout en apportant notre soutien à l'hôpital de Gex. C'était peut-être possible d'apporter des moyens supplémentaires pour créer ces unités dont vous parlez, tout en gardant peut-être le patrimoine sous notre juridiction. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Là, en fait, on donne le patrimoine, donc on n'aura plus aucun contrôle derrière sur cette chose-là. Je ne dis pas que l'hôpital de Gex se gère bien ou mal, j'en sais rien. Je note juste qu'on n'aura plus le contrôle. Donc en fait, si quelque chose se passe mal, on aura du mal à revenir et à dire oui, on doit faire ci et ça. On n'aura plus vraiment de contrôle là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment dommage. C'est pas de gaieté de cœur qu'on vote contre. On aimerait bien être plus partie prenante avec vous sur ce genre de décision, parce que ça engage beaucoup de la commune. C'est quelque chose qui est important. L'EHPAD, c'est important. On a beaucoup de gens qui y sont. On a beaucoup de relations qui ont de la famille, etc., qui sont à l'EHPAD. On fait énormément dans les actions sociales. On a beaucoup de choses qui ont trait à l'EHPAD, justement. Et là, j'ai l'impression qu'on perd un peu le contrôle des choses. Donc, moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Et donc, Monsieur Guibert. Oui, je rejoins la surprise du groupe Uni. Moi-même, j'ai découvert le dossier avec la convocation du conseil municipal, donc il y a une semaine. Et ce sujet n'a été discuté uniquement en commission finance de la semaine passée. Pourtant, vous m'avez dit en commission que de l'autre côté, ça faisait plus d'un an que vous travailliez le sujet. Je pense qu'un sujet comme ça, c'est un sujet sérieux. Il y a des montants importants en jeu. Donc moi, j'aurais souhaité avoir plus d'éléments. Je vais vous dire les éléments qui me manquent, moi, pour décider. Et sans éléments, moi je vais voter contre, parce que c'est pas possible, on peut pas donner un quitus sans savoir exactement en termes de patrimoine ce qui se passe et en termes de futur ce qui va se passer. Les incertitudes, elles sont où? D'abord, on a dépensé 10,7 millions, 10,8 millions sur cet hôpital. Donc si j'enlève les subventions 4,1 millions, on est à 6,6 millions. La valeur aujourd'hui des domaines, c'est 5,6 millions. Donc
j'aimerais juste avoir un état des dépenses, en fait. Qu'est-ce qu'on a dépensé pour cet hôpital, d'avoir une liste. Là, liée à cette décision qu'on doit prendre, il n'y a aucun tableau. Un tableau de chiffres. Les chiffres nous sont balancés comme ça. Et ça ne joue pas, parce qu'à un moment donné, on nous parle de deux prêts de 5,8 millions, et sur un autre écrit, il y a un prêt de 5,4 millions. Voilà, donc j'aurais, moi, voulu avoir des précisions sur tous ces éléments financiers et les comprendre, et pouvoir les recouper également. Voilà, j'aurais aimé, par exemple, avoir également, il y a eu un transfert de prêt un transfert de gestion en 2011, un transfert de prêt en 2014. J'aurais aimé avoir ces documents que j'ai demandés en commission. Donc ça, c'est pour le passé. C'est important de savoir quel argent public on a mis dans ce bâtiment, dans l'immobilier lié à ces surfaces-là. Pas forcément pour comprendre, en fait, pour comprendre quelle est la valeur des choses, combien on a mis et là où on veut aller. Alors l'incertitude pour le passé, malheureusement, elle est aussi pour le futur, c'est-à-dire que vous nous dites qu'il va y avoir 12 lits supplémentaires pour des troubles cognitifs, très bien. À quelle échéance c'est pas précisé. Si on vend pour 1 euro symbolique à l'EHPAD, on leur vend également un droit à bâtir supplémentaire. Donc de combien? Ça, je l'ai également demandé en commission. Donc tout ça, c'est des éléments financiers qui sont importants à avoir. Là, on a un peu l'impression que ça a été pris dans l'urgence, parce qu'il fallait investir, enfin l'EHPAD avait besoin d'investir, certes, mais ça n'empêche pas qu'on doit avoir un débat serein. Donc moi, la critique, c'est surtout par rapport à la méthode, par rapport aux précisions qu'on devrait avoir, et qu'on est en droit d'avoir et en droit de discuter sereinement entre nous. Après, je dirais sur le constat, oui, on doit aider la santé, on doit aider les personnes âgées. Est-ce que c'est un moyen de l'aider? Oui, mais est-ce que on a bien pesé les avantages, les inconvénients, les chiffres en présence? Et j'ai encore plus de questions que je n'avais en commission, et malheureusement aucune réponse à ce stade, ce qui est dommage, en fait, hein, parce que un dossier comme ça, comme pour d'autres, le but c'est qu'on ait le temps d'en discuter, qu'on ait le temps de comprendre. Peut-être qu'il y avait un intermédiaire entre vendre à la valeur des domaines, qui est 5,6 millions, et vendre à 1 euro symbolique. Peut-être qu'il y avait une solution intermédiaire. Mais on n'en a pas discuté, en fait. On n'a pas discuté non plus de ces documents, de ces transferts de gestion, de ces transferts de prêts. Donc on est on décide, enfin de mon côté, en fait, on décide un peu avec un œil fermé, sans éléments, et quelle est la réalité, en fait, quelle est la réalité des choses. Merci pour votre intervention. Je crois que les positions sont claires. Ce que j'ai oublié de préciser dans mon introduction, c'est que la ville de Divonne avait retrouvé un siège au conseil de surveillance de l'EHPAD. Nous n'avions plus de siège depuis à peu près une dizaine d'années à l'EHPAD, et nous avons J-siège. Je ne sais pas si J-siège à tout le monde, mais qui sera pour la relève au regard de sa délégation. En tout cas, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur la santé financière de l'hôpital local de Gex, de pouvoir s'assurer que les projets qui sont portés par l'hôpital de Gex, y compris à Divonne-les-Bains, sont dans un rythme qui est celui qui nous a été annoncé. Je pense notamment au permis de construire qui doit être déposé pour la réalisation de l'extension de l'hôpital, qui doit être fait. Le permis de construire doit être déposé d'ici à la fin de cette année, et s'assurer que l'EHPAD de Divonne-les-Bains restera bien à Divonne-les-Bains, qui n'était pas forcément un sujet acquis au démarrage des négociations que nous avons eues avec les porteurs de l'hôpital. À côté de cela, il y a plein d'autres sujets qui vont être devoir pris également par la ville, notamment par le biais du logement social, pour accompagner les aides-soignants, les infirmiers, le personnel médical qui fait tourner les établissements publics de santé, et notamment l'hôpital de l'hôpital. Voilà. Une question sur ce que vous Allez-y. Une question sur ce que vous dites. Le siège qui a été obtenu, il a été obtenu
après le fait d'avoir fait la session à l'euro symbolique, où il était déjà en discussion c'est pas une conséquence de... Ça fait partie des échanges qu'on a avec l'hôpital depuis un an. Et C'est quelle année? Ça date de combien? Le siège, en fait, il y a une personne qui est récupérer un siège en tant que personne qualifiée avec un droit de vote. C'est important pour pouvoir. Et ça date d'il y a 6 ans. Voilà. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non. Je peux me déporter si vous voulez que je ne vote pas. Non, mais je crois qu'on a fait vérifier par nos avocats et normalement il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Les positions de vote sont claires, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? 5 contre, qui s'abstient? Personne. Le point est validé, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 5, Laurence pour la victime. Qui est contre? Alors, suite au succès de la première édition du triathlon en septembre 2023 avec l'association La Victime, la ville a souhaité un engagement sur le long terme. Sport nature fidèle aux valeurs que défend la municipalité actuelle, la présente délibération entérine une convention de partenariat entre la ville et l'association La Victime pour une durée de 3 ans. Les dates envisagées sont les 14 et 15 juin 2025, 13 et 14 juin 2026 et 12, 13 ou 19 et 20 juin 2027. En 2023, il y a eu plus de 700 participants qui avaient pris part à cette première édition. Plus de 150 000 € de retombées économiques avaient été générées en termes de nuitées hôtelières ainsi que dans les restaurants et commerces de la ville. Enfin, cette convention s'inscrit parfaitement dans la stratégie de marketing touristique sportif de la commune. Donc, considérant la volonté de pérenniser l'édition du triathlon, il vous est demandé d'approuver cette convention de partenariat avec l'association La Victime et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Monsieur Hubert. C'est bon, normalement le micro a été. Oui, je me félicite de cette convention et bravo pour deux raisons. La première, il y a un budget conséquent chaque année, qui est 15 000 €. La deuxième chose, c'est que je crois que c'est une des premières fois où la municipalité s'inscrit sur la durée, puisque c'est un contrat de 3 ans, c'est juste. Donc vraiment, je me félicite et je trouve que c'est une bonne solution d'être à la fois avec des moyens et à la fois sur la durée, ce qui engagera également la prochaine équipe municipale. Et je trouve que c'est vraiment dans la cible d'Yvonne-les-Bains, à la fois sportive et ouverte au grand public. Et je pense que des événements comme ça, c'est très bien que ça s'inscrive sur la durée. Donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Justin. Pardon. Moi, je ne vais pas m'exprimer spécialement sur le triathlon. C'était un bel événement et la convention, a priori, c'est plutôt une convention tripartite qu'une convention entre une association et la ville. Mais ce que je voulais évoquer davantage, c'était la qualité de l'eau du lac, dont on nous parle encore très régulièrement. Vous savez, comme moi, que le triathlon, c'est un sport qui est proche de la nature, en tout cas proche de l'eau. On en parle suffisamment avec les Jeux de Paris. Donc nous, on voulait vraiment qu'il y ait un coup d'accélérateur qui soit mis sur l'entretien du lac et qu'on puisse prendre l'engagement en 2025, l'année prochaine, de pouvoir aller se baigner avec vous dans le lac. Monsieur le maire, c'est très à la mode. Hein. Donc on n'a rien inventé, on n'est pas très créatif. Malgré tout, ça permettrait de prendre des engagements parce que quand on voit l'état du lac aujourd'hui, on se dit qu'il faut vraiment être triathlète pour y mettre les pieds. Donc c'était surtout sur cet aspect-là qu'on souhaitait également que la ville puisse accompagner l'organisation du triathlon. Alors, peut-être si vous me permettez une réponse, il y a quand même beaucoup de monde qui se baigne dans le lac et compare le lac de Divonne à la qualité de l'eau de la Seine, faire injure à notre lac. Parce que je trouve quand même qu'aujourd'hui, je peux prendre un engagement d'aller me baigner avec vous dès demain sans problème. Parce que je crois que depuis maintenant 60 ans, les Divonnais se baignent dans le lac sans difficulté et on ne repousse pas comme à Paris la date à laquelle on pourra se baigner dans la Seine quand on doit prendre des engagements pour se baigner dans le lac de Divonne. Puis je rappelle que le sujet et l'entretien que nous avons confié à la société
qui s'occupe de l'entretien du lac. Il vise à enlever les herbiers, à arracher, à cocarder, mais jamais il n'a été question d'une mauvaise qualité de l'eau du lac. Il nous est arrivé d'avoir des pollutions de temps en temps, en tout cas moi j'en ai une en tête depuis 2019. En tout cas, la société entretient pour enlever les herbiers et permettre un meilleur aspect du lac, parce qu'un lac qui contient des herbiers, c'est un lac qui se régénère, et c'est un lac qui est en bonne santé. Donc on se demandait quand, M. Augustin, du coup Juin 2025. Début juin 2025, ça laissera un peu de temps pour préparer. Voilà, vous comprenez. Tout là pour la même raison. Deux choses. La première, c'est que vous me prêtez des propos qui ne sont pas les miens. J'ai pas parlé de la Seine et j'ai pas comparé la qualité de l'eau du lac avec la qualité de l'eau de la Seine. Je parle de l'engagement des autorités politiques à offrir une autre qualité à leurs concitoyens. Donc je ne pense pas avoir fait le parallèle entre l'eau du lac de Divonne avec l'eau de la Seine. Deuxième chose, c'est qu'on le fera avec plaisir, et même si vous dites que l'eau du lac n'est pas polluée, vous avez raison, le confort est quand même loin d'être optimal sur l'utilisation du lac pour des loisirs sportifs en particulier. Donc on dit tout va très bien, circuler, il n'y a rien à voir. J'ai comme vous en tête quelques pollutions, mais qui n'étaient pas liées à la qualité intrinsèque de l'eau du lac, mais à des problèmes d'évacuation. Donc l'objectif, c'est effectivement qu'on puisse offrir de façon permanente et durable une qualité d'eau. Et je ne suis pas sûr, j'aimerais bien qu'on puisse en reparler, mais je ne suis pas sûr que les solutions qui sont mises en place aujourd'hui soient durables. Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord depuis le début, mais je saisis l'occasion pour qu'on puisse en reparler et reprendre ce sujet, et travailler, avancer. Moi, j'ai trouvé que l'événement qui avait été organisé l'année dernière était une belle démonstration de l'utilisation du lac pour des activités sportives. Donc capitalisons là-dessus plutôt que de dire tout va très bien. Mon propos, c'est pas de dire que tout va très bien. Mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a un contrat avec l'entreprise et qu'on verra à la fin du contrat avec l'entreprise si on a obtenu un résultat et des extensions. Et je sais que vous faites, en tout cas, la commission de travaux fera un point régulier là-dessus pour aussi continuer à échanger. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est tous d'accord sur la convention. Monsieur Guibert, vous avez un point de satisfaction Je peux avoir un micro. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites on va attendre la fin du contrat. On voit que le lac est sale aujourd'hui, donc s'il est sale, qu'est-ce qu'on fait comme mesure corrective pour améliorer sa qualité d'eau ? C'est ce sujet-là qui nous importe. C'est pas de dire soit tout va bien, soit tout va mal. Le sujet, c'est qu'il y a un problème visiblement avec l'eau du lac, la qualité de l'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer ? Dans quelle commission on traite ça ? Comment on en discute ? Voilà. Je crois qu'on a déjà répondu. Commission travaux, ce n'est pas la qualité de l'eau, c'est l'aspect des herbiers et l'aspect du lac. Aujourd'hui, il y a des organisations qui sont données aux entreprises. La commission travaux vous fera un bilan de l'action qui a été engagée par la société de nouveau mandaté. Je vous propose qu'on passe au vote donc, sur la délibération qui concerne le partenariat avec l'association victime. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne, le point est validé, c'est parfait. Je vous en remercie. Le point 6, Véronique, il s'agit du camping. Tout à fait. Donc la commune de Divonne, comme vous le savez, est propriétaire d'un ensemble foncier et immobilier d'environ 9000 m² au lieu dit le Fleutron. Donc cette emprise correspond aujourd'hui à l'exploitation du camping. Donc ce camping qui est exploité depuis le 1er avril 2013 donc par la société Indigo, donc sous l'enseigne Utopia, donc sous la forme d'une délégation de service public de type de contrat d'affermage. Donc ce contrat a une durée de 12 ans et prendra fin le 31 décembre 2024, comme j'ai pu le rappeler lors de la commission du tourisme du 2 juillet dernier. Donc il existe, comme vous le savez, plusieurs formes de gestion de ces équipements de loisirs, soit en gestion directe, soit en délégation de service public, soit par des baux. Aujourd'hui, par cette délibération, donc, la commune fait un choix éclairé et volontaire
donc de qualifier l'exploitation du camping comme une activité purement privée et non plus une activité de service public communal, mais également de ne plus confier l'exploitation sous forme d'affermage, mais sous un bail amphithéotique administratif, et ce pour plusieurs raisons. Donc l'activité de camping, aujourd'hui, vous le savez, est un facteur et un atout d'attractivité économique et touristique de la ville, dont doit être gérée par des acteurs spécialisés, donc capables de proposer des offres diversifiées et attractives pour les touristes. Mais aussi pour la possibilité, donc, pour l'exploitant, donc, d'avoir une visibilité et une sécurité donc, qui lui permettent d'assurer le financement des investissements, des travaux de rénovation, de modernisation, mais aussi un camping qui soit conforme à l'image de la ville, à savoir une ville nature, une ville de tourisme vert. Donc nous envisageons une durée du BEA de 25 ans, donc je rappelle que dans les BEA, donc la durée est d'une durée minimum de 18 ans jusqu'à 99 ans, permettant à l'exploitant donc de réaliser, de financer et d'amortir ses travaux, sachant que le programme de travaux donc, qui sera proposé à la commune restant bien entendu propriétaire du bien et qu'elle le récupérera donc à l'issue du contrat avec bien sûr les améliorations qui auront été apportées durant cette durée, et la commune versera par l'exploitant donc aura une redevance. Donc, il est proposé donc, au conseil municipal donc, de conclure avec l'exploitant donc, un BEA donc, qui sera sélectionné donc, sous forme d'une procédure de publicité et d'une mise en concurrence, donc soumis au régime d'appel à manifestation prévu au Code général de la propriété des personnes publiques, donc procédure qui sera engagée à l'issue du conseil municipal. Le candidat donc, qui sera retenu, donc, eu égard à son projet et le projet de contrat donc, seront soumis au conseil municipal de décembre. Donc je tenais à vous rassurer quand même sur certains points vis-à-vis du BEA. Donc dans le contrat, nous aurons les moyens de sécuriser les conditions de sortie anticipée si l'exploitant souhaite vendre son exploitation, notamment avec l'obligation donc, de la commune de donner son accord en cas de revente éventuelle du groupe. Et effectivement, donc, dans un BEA, on ne peut pas contrôler l'exploitation comme cela est fait sous mode de DSP notamment, mais on aura bien entendu, et on mettra dans le contrat, donc des échanges réguliers et avoir des rapports d'activité qui soient, en tous les cas, au moins annuels. Donc j'ai eu l'occasion de consulter un document qui a été fait par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, que vous pouvez très certainement retrouver sur le site de l'hôtellerie de plein air, qui aujourd'hui fait un résumé, on va dire, des 3 modes de gestion. Donc la gestion directe, donc effectivement elle permet aux communes d'avoir des contrôles sur l'exploitation du camping, mais cependant effectivement ça peut s'avérer assez coûteux pour la collectivité et complexe à gérer. La délégation de services publics qui donne la possibilité effectivement aux collectivités de confier la gestion à une entreprise privée qui dispose des compétences nécessaires, mais toutefois en fait on se rend compte que celles-ci ont de moins en moins d'intérêt et que en fait les objectifs qualitatifs ne sont pas atteints par de nombreux gestionnaires et que les contraintes juridiques donc limitent en fait les investissements et la motivation à la fois des porteurs de projets et des financements. Donc aujourd'hui, en fait, ce que préconise aussi la Fédération de l'hôtellerie de plein air, donc c'est une gestion en fait gagnant-gagnant, un partenariat avec une entreprise privée, donc qui peut offrir le meilleur entre guillemets des deux mondes, donc en permettant aux collectivités donc de conserver un certain contrôle, tout en bénéficiant de l'expertise, du savoir-faire et des ressources du partenaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, la Fédération recommande le bail amphithéotique. Voilà, vous avez tous les détails techniques, je dirais, dans la délibération. Donc, aujourd'hui, il est clair que le camping de Divonne a besoin de trouver un exploitant donc, qui propose une offre qui soit innovante, qui soit adaptée aux besoins des touristes, puisque
puisqu'il y a une nécessité de se moderniser, mais surtout d'avoir une offre, et ça on y veillera particulièrement, qui corresponde à l'image de la ville, donc une ville d'eau, une ville de nature, respectueuse de la nature et de son environnement. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous invite, mes chers collègues, à faire le choix sur ce mode de gestion avec un BEA. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Monsieur Augustin, puis ensuite Monsieur Libert. Là encore, il y a des remarques de forme et de fond, c'est-à-dire sur la forme, on a découvert le point il y a milieu de semaine dernière, ce qui est quand même une grande surprise, parce qu'en fait, un BEA, c'est quelque chose d'abord qui donne beaucoup plus de droits aux preneurs que la concession qu'on avait jusque-là. En fait, on n'a plus la propriété du camping pendant la durée pendant les 25 ans. On la récupérera à la sortie du BEA. C'est une grande différence. Et vous n'oubliez pas, tous autour de la table, qu'on a une expérience des baux amphithéotiques qui a été particulièrement douloureuse à Divonne-les-Bains, puisque c'est ce qui a conduit à la situation des thermes et à son état actuel d'exploitation. Donc on est forcément particulièrement vigilant quand on entend parler de bail amphithéotique. La situation actuelle du camping, c'est qu'on a un camping qui est dans un cadre incroyable, qui est le cadre de la forêt au pied du Jura, avec un camping qui est particulièrement arboré, végétalisé, qui est exploité effectivement avec une enseigne qui aujourd'hui a une connotation très, très verte, ce qui correspond à l'image de Divonne. Et toutes ces orientations, on ne peut pas les mettre dans un BEA, parce que le cahier des charges, il est forcément extrêmement limité. On n'a pas de regard sur l'exploitation. On met à disposition un bien avec potentiellement une convention, mais ça risque d'ailleurs de faire requalifier le BEA. Et on n'a pas de regard sur l'exploitation pendant 25 ans. Alors on peut dire, on fera des points réguliers, etc., mais on a pu voir par le passé que quand on a des exploitants qui sont peu collaboratifs ou qu'on n'a pas forcément les moyens dans la mairie, parce qu'on a vu aussi qu'on n'a pas toujours eu les contrôles qui nous étaient autorisés par les conventions sur le terme en particulier, et ben on peut se retrouver avec quelque chose qui dérive, et même au-delà de quelque chose qui dérive, en fait on n'a pas de recours juridique, c'est-à-dire que le preneur il peut très bien louer, sous-louer le camping, il n'y a rien qui... Alors vous pouvez prendre des garanties pour la vente, éventuellement, mais sur l'exploitation, on n'a pas de droit de regard, vous le précisiez, et sur le cahier des charges, il faut être extrêmement léger, succinct. L'autre intérêt du BEA, alors l'intérêt du BEA, parce qu'on a regardé avec attention ce qui nous a été transmis, même si on n'avait pas le comparatif de la fédération. Au passage, moi il ne m'échappe pas que la fédération représente les professionnels, et que moi je comprends que les professionnels, ça les intéresse d'avoir quelque chose où ils ont plus de liberté sur une durée plus longue. Est-ce que c'est l'intérêt de la collectivité? Je ne suis pas sûr. Donc pour les professionnels, avoir un engagement sur 25 ans, type BEA qui a été mis en place sur les termes, type BEA qui peut être mis en place sur des équipements hospitaliers par exemple, ou des choses plus lourdes, ça favorise l'investissement. Aujourd'hui, est-ce que notre objectif c'est de construire lourdement dans la forêt de Divonne au niveau du camping? Je ne crois pas, en tout cas moi c'est pas la vision que je veux porter du camping de Divonne. Donc la vision d'un investissement sur 25 ans pour investir massivement, aujourd'hui le camping avec des tentes en toile, etc., ça semble des investissements qui sont supportables sur une durée de 12 ans, tel que ça a été fait jusque-là. Alors oui, je comprends que pour l'exploitant, 25 ans, ça donne plus de pérennité, ça donne plus de moyens, etc. Mais l'intérêt de la collectivité, est-ce que c'est pas plutôt de se dire on va se retrouver quand même en gros à mi-parcours, au bout de 12 ans, de refaire le point sur la situation de l'exploitation, de voir si la marque Utopia ou la marque de l'exploitant qui aura repris cet équipement n'a pas changé de stratégie, est-ce qu'on est toujours dans les clous de l'innovation que vous appeliez de vos souhaits en disant qu'il faut que le camping il soit au bout du jour. Voilà, moi je trouve que 25 ans c'est une fois de plus très long pour un équipement qui n'appelle pas d'investissement, je dirais, de structurant, enfin de bétonnage lourd, en tout cas, sauf s'il y a des plans particuliers en se disant on veut construire massivement au camping, mais pour moi un camping ça doit rester, et surtout celui de Divonne, il doit rester particulièrement nature, particulièrement vert. Jusque-là on a toujours eu la relation avec le camping
en propriétaire et puis occupant, c'est-à-dire que quand il y a eu des coupes d'arbres, on a pu avoir un contrôle sur ce qui était fait, quand il y a eu des aménagements qui n'étaient pas toujours, d'ailleurs dans le cadre des règles d'urbanisme, on a pu rentrer en discussion. Je pense que demain ça compliquera beaucoup les choses, ça ne compliquera pas beaucoup les choses, on n'aura plus de droit de regard sur ce qui s'y passe puisqu'on donne le camping pour 25 ans et qu'on le récupérera à la sortie dans l'état dans lequel il sera. Effectivement, si l'exploitant ne paye pas, il y a des conditions de sortie, mais ce n'est pas sécurisant pour la commune. Donc moi je crois qu'on aurait pu exploiter, là encore, exploiter d'autres pistes, d'autres modes de concession. Il y a beaucoup de choses qui existent. On a beaucoup parlé d'ailleurs de partenariats public-privé, enfin de choses qui auraient pu être mises en place aussi pour avoir une structure plus adéquate. Moi je crois que cette activité touristique elle est particulièrement importante pour Divonne. Le camping pour moi est un service public, même s'il est commercial. Il contribue au tourisme, il contribue à l'activité économique parce qu'il héberge aussi toute l'année des gens qui viennent travailler sur le territoire. Donc c'est loin d'être quelque chose dont on doit se débarrasser. Alors, on faisait le parallèle tout à l'heure avec la vente de l'EHPAD, c'est bien sûr un cas différent, mais il y a cette tendance actuellement dans la mairie de Divonne de vouloir se débarrasser d'un certain nombre de choses. Et là même si vous me direz, vous allez me répondre, oui mais on s'en débarrasse pas, on le récupérera dans 25 ans, c'est un bail, c'est pas une cession. La réalité c'est qu'on s'en débarrasse pour 25 ans et qu'on le récupérera, 25 ans c'est très loin, on ne sait pas dans quelles conditions on le récupérera. Donc vous ne serez pas étonné qu'on ne soit pas favorable à ce projet de PEA. Et une fois de plus, pour dire également ce qui a été dit sur le point de l'EHPAD, on aurait préféré pouvoir travailler avec vous et exprimer tous ces doutes et pouvoir avoir des réponses. Je pense qu'on a pu le faire la semaine dernière sur un certain nombre de points. Mais par exemple, on n'a pas eu accès à cette comparaison qui est faite par la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Tu compléteras, Vincent. J'ai essayé, Bertrand, de vous apporter quelques réponses suite à la dernière commission. Effectivement, on a eu une discussion intéressante. Donc, votre position ce soir, elle est tout à fait conforme à ce que vous laissiez entendre lors de la commission. Je crois que la différence entre vous et nous, c'est que nous, là, je crois que par cette délibération, on fait confiance au privé et on fait surtout confiance aux exploitants de camping, puisqu'on est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais un camping, c'est absolument pas une activité administrative, c'est une activité qui est purement commerciale. Contrairement à ce que vous pouvez dire, on reste propriétaire des biens. Si on ne voulait pas rester propriétaire, on aurait tout simplement vendu le camping, et ce qui n'a jamais été notre volonté. Et tout comme vous, nous avons cette volonté de faire un camping, que ce camping reste un camping vert, avec une absence de densification, notamment en termes de mobil-home, que ce soit, on ne veut pas faire un camping qui s'apparente à des campings de bord de mer, parce que ce serait contraire à l'image de la ville. Et l'exploitant donc sera choisi au vu de ce critère, comme cela avait été fait d'ailleurs il y a maintenant 12 ans, un camping qui respecte le cadre nature et qui ne soit pas un camping qui soit surdimensionné et surdensifié. Monsieur Hilaire, vous vouliez intervenir? Oui, merci Bertrand, je pense que c'était assez complet sur la partie montage juridique. Je voulais juste apporter 2 éléments complémentaires. Le premier, on parle de 9000 m². Quand j'ai posé la question quel était le montant d'investissement sur les 25 ans, on parle de 10 millions. Alors j'ai demandé moi le détail de ces 10 millions, que je n'ai pas eu. Donc le bail amphithéotique en tout cas la durée longue, je parle même pas du montage juridique, je parle de la durée longue, se justifie pour des investissements importants, comme il y a pu avoir sur les termes. Là aujourd'hui à 10 millions, j'ai du mal à comprendre 10 millions sur 25 ans, ça fait pas beaucoup par année. Puis je me demande déjà ce qu'on fait avec 10 millions sur un camping sur 25 ans.
Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt de faire une durée aussi longue. Et puis c'est vous, Monsieur Scatelin, il y a maintenant 1 an et demi, quand vous avez fermé les terres, qui nous avait dit le BEA, moi je veux plus de BEA parce que j'ai pas la maîtrise. Alors ce que vous apportez de plus, c'est les rapports d'activité annuels. C'est vrai qu'on les avait peut-être pas avec les termes, donc ça c'est bien de les rajouter. Mais quand vous dites on fait confiance aux prestataires, je suis désolé, on a fait confiance à des prestataires, on sait où on en est ici. Voilà. Donc ça c'était le point sur lequel je rejoignais Bertrand. Maintenant il y a un point très important que je voulais développer ici, c'est le problème du timing. C'est-à-dire que le contrat actuel finit au 31 décembre 2024, il a été signé pour 12 ans. Donc on a vraiment l'impression qu'on s'y prend dans l'urgence. Le problème de s'y prendre dans l'urgence, c'est que là on est en juillet, rédiger un cahier des charges, on sait que ça prend pas mal de temps. On sait qu'on n'a pas tous les éléments. Il faudrait avoir par exemple les comptes de résultats du camping, comment ils travaillent, si on veut faire un bon cahier des charges, je pense qu'il faut écrire qu'est-ce qu'on attend d'un prestataire. Je pense qu'il faut aussi faire une concertation avec la population. On sait qu'il y a des problèmes dans le voisinage du camping. Donc il faut intégrer ces problèmes-là pour en sortir des éléments de cahier des charges ou pour des choses que l'exploitant peut faire, ce qu'il doit faire. Tout ça, ça doit être mis noir sur blanc, en fait. On sait très bien que le temps de faire tout ça, on ne sera pas prêt avant octobre-novembre. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est Divonne-les-Bains qui va perdre, parce qu'en octobre-novembre, le seul prestataire qui va être capable de répondre, c'est les prestataires actuels. Donc il est fort à parier qu'on n'ait qu'un seul prestataire qui nous réponde, ou en tout cas que les autres ne soient pas concurrentiels. Et moi, je suggérerais vraiment de décaler d'1 an pour avoir le temps de faire ce travail, de faire un cahier des charges. Vous ne nous consulterez peut-être pas sur ce cahier des charges, puisque ce n'est pas forcément votre habitude de nous consulter sur des cahiers des charges. Donc voilà, faites-le sans nous consulter comme vous faites d'habitude. Enfin, nous, on veut bien le consulter, hein, on veut bien le faire. Mais ça va être dans tous les cas assez tard, je pense, pour rassembler tous les éléments et pour avoir des offres intéressantes. Voilà. Donc c'est une situation commerciale entre acheteurs-vendeurs où là on ne sait pas de l'achat-vente, mais c'est une relation contractuelle qui est vraiment mauvaise pour moi parce qu'on s'y prend trop tard et on va signer sur une durée de 25 ans. Déjà dans le commerce c'est assez rare les contrats de 25 ans. Donc voilà, donc tous ces éléments font que malheureusement c'est mal engagé et on ne comprend pas bien pourquoi ça s'est fait comme ça en dernière minute aussi. On avait vraiment le temps de commencer à parler de ce sujet en début d'année. Voilà. Donc notre groupe votera contre également. Très bien, monsieur Hubert. Véronique, je vais répondre sur 1 ou 2 points. Monsieur Hubert, votre micro. Peut-être rassurer M. Gubert sur la réactivité à la fois des services et à la fois des élus. Donc on a commencé effectivement à travailler sur ce document et nous serons prêts. Donc il y a un rétro-planning qui a été établi. On a fait travailler aussi notre avocat qui nous accompagne dans la rédaction à la fois du BEA mais aussi de l'appel à manifestation. Oui, nous serons prêts. Peut-être que cela vous navre, mais oui, nous remplirons les délais que nous avons définis. Et au conseil municipal de décembre, eh bien, nous aurons le plaisir de présenter un nouveau repreneur du camping. Et je peux vous assurer que nous aurons d'autres entités que le camping Utopia actuel, parce que vous savez, c'est un petit monde, hein, le milieu du camping. Donc je pense qu'ils seront assez nombreux pour postuler, puisque le camping de Divonne fait plus de 25 000 nuitées par an.
Donc c'est un camping qui est dynamique et contrairement à une très très grande majorité des campings, comme j'ai pu vous le dire la dernière fois, c'est que nous avions la particularité d'être un camping qui est non pas saisonnier, mais qui est annuel, avec une ouverture et des clientèles donc, qui chaque année ne cessent de se développer. Très bien. Je crois que les positions de vote sont claires. Je vous propose du coup, et tout a été dit, je vous propose que l'on passe au vote donc pour le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour retrouver un nouveau gestionnaire du camping de Belvédère qui portera un camping animal du positionnement que nous voulons avoir pour la ville. Donc pour cette délibération, qui est contre? 5 contre, qui s'abstient? Donc la délibération est validée. Je remercie les élus et l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce sujet. Le point suivant, Patricia, la convention à la Rose. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, toujours dans la logique de développer des actions de prévention, nous vous proposons ce soir une convention avec l'association Ma Bulle Rose Pays de Gex, qui s'engage, comme vous le savez, à mener des actions et des campagnes de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et d'accompagner les personnes atteintes dans leur santé et leurs aidants. Donc, nous avons bien discuté avec la présidente de l'association pour trouver des activités que nous pourrions soutenir à la ville de Divonne-les-Bains. Donc, nous avons développé les points saillants de la convention et les objectifs sont les suivants. Donc, animer au moins un atelier par mois à Divonne-les-Bains, à compter de l'été, on avait prévu juillet, mais ce sera plutôt pendant l'été, selon le programme d'animation proposé par l'association, de proposer 2 séances de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l'une à destination du public et l'autre à destination des professionnels. Donc il y aurait 8 créneaux de 30 minutes, 5 volontaires présents, ce qui fera 40 adultes. Et cela permettra d'accompagner notamment les élus et les services municipaux dans l'organisation d'actions et d'ateliers durant le mois d'Octobre Rose. Dernier objectif, rencontrer les acteurs économiques du territoire en vue d'échanger autour de l'insertion et de la réinsertion des publics porteurs de la maladie ou guéris. Voilà, donc considérant la volonté de l'équipe municipale de renforcer ses actions de sensibilisation, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec l'association Ma Bulle Rose Pays de Gex pour une durée de 3 ans, à compter de juillet-août 2024 jusqu'à la même période en 2027, et pour un montant de 5 500 € par an. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Monsieur Guibert. Oui, j'avais une petite question. Il y a marqué la commune se réserve le droit d'exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre de l'action de l'association. Comment on mesure, parce qu'en fait, il n'y a pas de détail en fait. Il y a un global. Et s'il y a une partie qui n'est pas faite, comment on l'évalue? Donc, vous me rappelez juste l'article, Monsieur Guibert, s'il vous plaît. Attendez, il faut que je retrouve, parce que j'ai eu. La commune se réserve le droit, article 7. Article 7. Oui, voilà, donc si soudainement il y avait une action qui dépasse un montant, on en rediscuterait, l'association reviendrait vers nous et on aurait une discussion avec elle pour voir comment on pourrait garantir, enfin l'association pourrait garantir cet équilibre financier. Je pense que c'est surtout un article qui a été mis de manière administrative, parce que je ne vois pas tellement comment on pourrait dépasser des montants et de là mettre en péril la ville. Donc je pense que c'est peut-être une obligation légale de prévoir ça dans ce type de convention. Merci. Il y a d'autres questions, d'autres interventions. Si ce n'est pas le cas, je propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération est validée. Le point suivant, Patricia. Merci Monsieur le maire.
Donc le sujet suivant, c'est une convention. On vous propose une convention de partenariat avec l'association Alpha 3A pour la gestion des grèves scolaires. Donc, moi je vous rappelle juste les points saillants. C'est que depuis le 1er janvier 2024, la ville a confié la gestion de l'ensemble des services périscolaires et extrascolaires à l'association Alpha 3A pour une durée de 3 ans à travers une nouvelle délégation de services publics. Donc la ville ne dispose plus de vivier d'animateurs en gestion directe et doit compter maintenant sur le délégataire pour accompagner les situations scolaires critiques, notamment les cas de grève, parce que ça arrive. Oui, ah bon? Donc, malgré cela, la ville reste responsable de la mise en place d'un service minimum d'accueil qui impose le déploiement de renforts en moyens humains durant le temps scolaire pour les sites scolaires dont plus de 25% des enseignants sont déclarés grévistes. Donc, Alpha 3A ayant cette réserve d'une 50aine d'animateurs professionnels à Divonne qui sont diplômés ou en cours de formation, ce qui demeure, qui permettrait de prendre en charge les enfants des écoles primaires lors d'un besoin de service minimum d'accueil. Donc la convention qu'on vous propose a pour objet de préciser les modalités d'organisation du service minimum d'accueil dans les écoles, les jours de grève pour la durée de la délégation de service public du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et les modalités de partenariat et de refacturation entre l'association et la ville. Donc, considérant ces différents points, il sera demandé au Conseil d'accepter le projet de convention avec l'association Alpha 3A afin de préciser la mise à disposition de personnel et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Parfait. S'il y a des remarques. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. On a validé. Le point suivant, il s'agit de la constitution de provision pour risques irrecouvrable. Il s'agit de mettre une provision de 30 000 € qui permettra de survenir au risque réel de créances irrecouvrable que nous rencontrons régulièrement au cours d'exercices budgétaires, notamment à les frais de cantine non payés, notamment les frais de cantine, les abonnements à la médiathèque non payés ou à ces éléments. Donc c'est pas, comme on l'a évoqué en commission en finance, des provisions pour le contentieux, mais il s'agit uniquement de provisions pour risques irrecouvrables. Est-ce que ça vous fait des questions? La question, on passe au vote. Qui est contre? Personne. Merci. Le point suivant, il s'agit du dépôt de la validation des demandes de subvention aux frais du département 1 au titre du pacte de territoire 2024 et 2026 avec l'approbation de plusieurs subventions à titre de différentes politiques publiques au département de l'Est-Rhône. On va les détailler si elle le souhaite à la fin de la présentation. Donc pour la construction du village des associations, nous avons une demande de 150 000 € au titre d'investissements structurants. Ce sont des investissements sur lesquels il y a un montant maximum de subvention, quel que soit le montant d'investissement, et supérieur à 400 000 €, avec d'autres demandes de subvention que vous avez déjà vues dans d'autres délibérations. Nous avons une demande de subvention pour la plantation sur le domaine communal à hauteur de 20% de la dépense fléchée à 220 000 € pour un montant de 44 360 €. Nous avons la rénovation thermique des logements communaux situés à Ville-des-Voirons pour un montant pour à peu près 20% des travaux, soit un montant d'à peu près 13 000 €. Nous avons le projet de rénovation énergétique de l'école du centre uniquement sur la partie énergétique pour laquelle nous demandons également une subvention à hauteur de 20% au titre de la transition écologique. La réfection du monument aux morts, nous aurons une subvention de 30% au titre de la ligne patrimoine pour la rénovation du monument aux morts. Et enfin, sur la vidéoprotection, une demande de subvention de 15% au titre de la politique d'accompagnement des villes au titre de la mise en place de vidéoprotection de la part du département. Donc voilà ce qui vous est proposé de valider ce soir, c'est des demandes de subvention. Ces délibérations, on a complété les dossiers de demande de subvention qui ont déjà été déposés. Et ce qui ne nous empêche pas de demander aux autres collectivités, la région ou l'État, des financements complémentaires. Voilà, je ne sais pas si je vais traiter mon propos sur la partie contractualisation, pacte de territoire.
Oui, merci Vincent. Donc effectivement, on est à la deuxième génération, ce qu'on appelle nous des pactes de territoire, donc pour l'année 2024, 2025, 2026. Au final, ce seront plus de 65 millions de subventions qui seront versées aux communes, aux syndicats intercommunaux et aux communautés de communes, donc qui représentent environ plus de 180 millions d'investissements dans le département. Donc je ne vais pas reprendre hein, les différentes thématiques. On a 5 thématiques principales, mais avec ces investissements-là, donc le département voilà, montre qu'il reste et qu'il est une collectivité de projet, mais aussi une collectivité qui est le premier partenaire des communes et des intercommunalités. Pour Divonne, depuis 2021, ce sont plus de 600 000 euros donc, qui auront été versés par la collectivité départementale sur cette thématique des pactes de territoire. Bien entendu, il y a d'autres dispositifs de droit commun, donc je n'ai pas inclus dans ces 600 000 euros là, c'est uniquement donc, sur ces subventions. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des départements donc, qui peuvent encore accompagner les projets portés par les communes ou les intercommunalités, donc compte tenu de l'état des finances. Et voilà, nous, on a encore un peu de chance dans le département. Je ne sais pas si ça va durer, parce qu'on sait déjà que pour le budget 2025, on va être obligé de réorienter certaines de nos politiques, donc eu égard notamment à la baisse très importante des droits de mutation. Donc voilà, ce n'est pas un tableau négatif que je dresse, mais en tous les cas, un tableau réaliste. Donc, qui montre que l'État, depuis ces dernières années, malheureusement, a donné encore plus de charges au département, sans malheureusement en donner les dotations qui suivent pour compenser ces charges supplémentaires. Monsieur Boulard. Oui, là vous avez balayé un certain nombre de projets. Il y a des petits, il y a des moyens, des gros. La plupart des projets sont subventionnés par le département, parce qu'on parle du département aujourd'hui, dans les 15-20% en moyenne, y compris une dépense qui est importante, puisque c'est l'école du centre, puisqu'on a presque 850 de dépenses, 850 000 sur l'école du centre. Ce qui est étonnant, c'est que le deuxième gymnase, qui est à 4 millions, lui, il n'est pas subventionné ou à hauteur de 4%. Donc un gymnase, je pense que c'est un équipement structurant. Ça mériterait une subvention. Alors vous m'avez indiqué qu'on ne pouvait pas dépasser les plafonds de 300 000 par année. 300 000 par année, sauf que là, on est déjà, j'ai fait le calcul, là, on est déjà à 468 000 là, sur l'ensemble des subventions données. Donc j'ai pas compris votre explication donnée en commission. Vous m'avez dit que c'était limité à 300 000 et là on est à 468 et qu'est-ce qu'on espère avoir de plus sur le gymnase, parce que avoir 150 000 euros sur un gymnase à 4 millions sur le département, je trouve ça très faible. Donc voilà mes deux questions, mes deux remarques. Merci. Juste pour vous expliquer ce que je vous ai déjà dit en commission, vous avez dans l'entame de la délibération les 7 dispositifs d'aide qui sont attribués par le département, avec, sur les investissements structurants, des sommes de 300 000 euros réparties sur 2 ou 3 ans. La durée de la contractualisation. Donc, c'est ce qu'on a noté dans la délibération sur la salle de sport, le de l'association, c'est 150 000 euros cette année. On redemandera au titre de l'investissement structurant l'année prochaine encore 150 000 euros. Par contre, sur les autres dispositifs, ce n'est pas les dispositifs sur lesquels il y a des montants forfaitaires. C'est des dispositifs sur lesquels il y a des pourcentages. Et c'est pour ça que vous retrouvez, au titre de la transition astrologique, 20%, au titre du patrimoine, 30%, et au titre de la vidéoprotection, 15%. Voilà. Et tout ça est détaillé, c'est ce qu'on vous a expliqué en commission l'autre jour. En fait, tout dépend du critère dans lequel on inscrit la demande de subvention. Et pour répondre au deuxième point, sur le village des associations, nous avons déposé un dossier où nous allons faire une utile pour avoir des dotations structurantes
de la part auprès de l'État. Nous avons fait le nécessaire auprès de l'État et auprès du ministère pour essayer d'obtenir des subventions. Nous avons été auprès de la région pour essayer d'obtenir des subventions. Ce n'est pas forcément une subvention qui va concerner l'ensemble du contenu du village d'association, mais ça peut être des subventionnements sur la question énergétique, ça peut être des subventionnements sur la question des équipements, ça peut être des subventionnements sur la question des aménagements extérieurs parce qu'il y a des végétalisations, ça peut être des subventionnements sur la rénovation d'une partie des salles déjà existantes, etc. Donc je pense que c'est au final dans le projet qu'on arrive à savoir quel taux de subventionnement on a obtenu. On pourra, et c'est ce que je vous ai dit en commission finance, vous faire le détail de ce qu'on a obtenu comme subvention sur les projets structurants de la ville. Donc je refais un peu de pédagogie ce soir pour essayer de réexpliquer le mode de fonctionnement de subventionnement du département. Monsieur Hubert. Suite à vos explications, j'avais demandé le détail des 300 000. J'avais demandé la convention qui avait été signée avec le département, les éléments écrits. Et vous m'avez dit que vous me l'enverriez. On ne signe pas de convention. C'est le département qui. Alors, moi, je n'arrive pas à faire comprendre. Si M. Libert va me comprendre aussi, mais je pourrais réexpliquer. En fait, chaque année, on a une enveloppe de environ 20 millions d'euros. Les communes avaient jusqu'au 15 juin pour déposer, des dossiers au titre des 7 politiques que l'on a, que Vincent a rappelé, donc les équipements de proximité, les équipements structurants, le plan vélo, la vidéoprotection, la politique de l'eau, la transition écologique et le patrimoine historique bâti. Donc, les communes, intercommunalités déposent ces dossiers. Actuellement, les dossiers sont épluchés par les services. Ça fait au moins 800 dossiers à regarder dans toutes les thématiques. Au mois d'octobre, il y a ce qu'on appelle les conférences territoriales où qui sont organisées par bassin de population. Donc nous, en l'occurrence, c'est Pays Gex et Pays Belgardien, où là, le président, les vice-présidents et les 6 conseillers ou 8 conseillers départementaux concernés exposent les projets et informent les communes donc des projets qui sont reçus. Alors, il y a des projets qui sont directement, on va dire, de rang 1. Donc là, ils seront acceptés et validés en session du mois de décembre. Donc quand on dit validé, ça veut dire que, par exemple, le projet de la salle des fêtes aura 150 000 €. Les autres qui sont de rang 2 pourront être reportés à l'année d'après. Voilà, nos enveloppes ne sont pas extensibles. On a une enveloppe qui est fongible, c'est celle entre la transition écologique et la politique de l'eau. Mais là, aujourd'hui, il se trouve qu'on est déjà dans dépassement de certaines enveloppes de plus de 20 ou 30% par rapport à la somme que l'on avait fixée. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire des arbitrages et que malheureusement, peut-être qu'un projet qui devait être subventionné à hauteur de 150 000 € ne pourra l'être et pourra être subventionné qu'à hauteur de 100 000 €. On n'a pas de planche à billets au département, donc voilà, on fait quand même avec ce qu'on a. On est au-delà de nos compétences obligatoires et quand on construit un collège qui coûte 25 millions d'euros, on n'a pas d'aide non plus et on est obligé de se débrouiller. Parfait. Les réponses ont été données. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces demandes de subvention? Non. On vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point est validé. Serge, le point suivant sur la détermination du territoire. Merci Vincent pour une session à l'euro symbolique sur une parcelle située avenue du Sahel, parcelle cadastrée AO numéro 385 P2. En fait, il s'agit d'une régularisation puisque dans le cadre d'un permis de construire qui avait été accordé à la famille Aljouma en 1989, il était prévu la rétrocession de cette petite parcelle qui est une bande de 180 mètres carrés et qui doit réintégrer le domaine communal. Ça sera fait une fois validée cette délibération. Il est à noter que les propriétaires ont toujours respecté les limites de leur propriété. Ils avaient clôturé en fonction de cette parcelle qui était à rétrocéder. Et par contre, une fois que ce sera fait, cette parcelle permettra de relier et de rejoindre
le chemin piétonnier qui est sur la propriété de l'immeuble Eau-Divine, juste au-dessus, ce qui nous donnera la possibilité de faire la jonction entre l'avenue du Salève et l'avenue de la Grande Champagne. Je crois qu'il est prévu un petit entretien, ou en tout cas quelque chose par les services techniques, mais je laisserai à l'occasion, quand il sera présent, Daniel Masson pour en parler. Mais voilà, ça contribuera à permettre de créer une nouvelle liaison douce entre l'avenue du Salève et l'avenue de la Grande Champagne. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point-là? S'il n'y a pas de remarques, monsieur Richard. On est évidemment favorable à la création de liaisons douces pour mailler le territoire d'Yvonnet. Effectivement, c'est une emprise relativement peu large, donc ce sera a priori strictement piétonnier. Ce qu'on avait émis comme souhait, c'est que l'entretien se fasse, que ça permette une utilisation de cette emprise, qu'il y ait un balisage, de façon à ce que les Yvonnais puissent découvrir ce nouveau passage et que ça ne reste pas quelque chose qui prend la mauvaise herbe. À ce titre, il y a quand même beaucoup de remontées d'Yvonnais sur l'entretien des chemins. Alors, je ne sais pas si c'est toujours du domaine de compétence de la commune, mais le chemin de Thirmire, qui est la prolongation de la rue de Thirmire, est visiblement pris par les ronces, alors que c'est un chemin qui est pas mal utilisé et compris pour rejoindre Grilly. Il y a beaucoup d'endroits où, effectivement, alors on a eu un printemps assez humide, bien arrosé, mais je reçois pas mal de remarques disant qu'effectivement l'utilisation des chemins est parfois peu facile. N'hésitez pas à les faire remonter au service de manière à ce qu'ils puissent intervenir. J'en reçois moi-même. La parole, c'est juste pour ajouter que c'est pas au cas par cas, c'est-à-dire que malheureusement on sera toujours en retard si on fait comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un plan d'entretien, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut discuter en travaux, puisque ça demande un entretien régulier. Est-ce que monsieur Guilherme, Oui, puisque vous êtes sur l'entretien, l'entretien des chemins, de la voirie, il y a vraiment un souci également devant les thermes. Maintenant, il y a des aires de 2 mètres. Donc, c'est pas parce que les thermes ne servent plus depuis 1 an et demi que l'endroit des thermes doit être l'abandon. Donc, si ça pouvait être entretenu comme le reste de la ville, ça serait bien. écoutez, je ferai remonter au service espace vert de la collectivité qui essaye de faire leur maximum aujourd'hui au regard des conditions météorologiques et de leurs effectifs pour essayer de passer sur l'ensemble des espaces publics de la ville et l'ensemble des rues, mais je remonterai votre remarque par rapport au terme de ce soir. On peut passer au vote sur cette délibération. Donc qui est contre pour la session? Qui s'abstient? Personne. On peut point valider. Le point suivant. Il s'agit de l'adoption de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'achat, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'IRGE, donc c'est l'installation de recharge pour véhicules électriques. Je sais que c'est un sujet qui va passionner l'instant 50 fois parce que c'est porté par la SIE. Donc c'est un groupement de commandes qui vise à réaliser des économies d'échelle à répondre aux besoins suivants, notamment pour les nouvelles bornes. Donc c'est notamment pour fournir la mise en place des bornes à usage public ou privé. Et deuxièmement, c'est pour les bornes existantes, nouvelles ou en projet, pour superviser et exploiter les infrastructures, gérer tout ce qui est monétique, notamment le reversement des recettes aux communes, gérer tout ce qui est maintenance technique, la dépose des bornes existantes et la gestion des abonnements. En fait, cette délibération est une première étape, sachant que le SIE a pris la décision de développer les IRVE, les bornes de recharge de véhicules électriques, qu'elle a décidé d'accompagner les collectivités sur le financement des bornes à hauteur de 75% sur la première borne de prise en charge par la SIEA, et qui est une autre délibération qui devrait être proposée au conseil municipal d'ici au mois de septembre pour acter un transfert de compétences, si on le souhaite, pour ces bornes. Là, on fait tout le monde. Vous savez que ça va vous passionner. Allez-y. Je ne sais pas si c'est les véhicules électriques ou le SIE, en fait. Les deux. On vous dit qu'on sera déjà contre le transfert de compétences parce que le SIE
Non, les bornes électriques, c'est un enjeu majeur de la transition écologique dans les années à venir. Il nous faut une vraie stratégie d'implantation des bornes dans la ville. Et ici, on va chasser une sorte de promotion, c'est comme on chasserait des soldes. Moi, je suis complètement contre, puisque en fait, on n'a pas établi de stratégie de recharge à l'échelle de la ville. On ne sait pas si on doit mettre beaucoup de bornes, peu de bornes, des bornes lentes, rapides, semi-rapides ou très rapides. Ici, on parle de bornes semi-rapides et semi-rapide, c'est seulement 9 kW, donc c'est pas très rapide en réalité. On a des gens qui s'équipent de plus en plus, surtout à Divonne, de voitures assez puissantes et qui peuvent avoir des bornes qui font du 400 volts, 800 volts. Ici, on n'aura pas du tout ça. Donc, en fait, on va acheter des bornes pas chères, très bien, mais qui ne sont pas très utilisables. En réalité, si c'est pour avoir des voitures qui doivent se recharger pendant plusieurs heures et qui vont prendre des places de parking aux autres voitures, c'est pas très intéressant. Et je pense que c'est pas à l'avantage de notre commune en réalité. Je passerai en plus sur le côté SIEA qui veut toujours s'occuper de l'infrastructure, etc., mais qui n'en est pas capable. On a un exemple flagrant avec la fibre. Et sur la fibre, on avait déjà des problèmes de stratégie majeure. Et là, on replonge dans des problèmes de stratégie majeure. C'est-à-dire qu'on va investir dans des banques qui, dans 2, 3, 4 ans, sont obsolètes. On a le même problème qu'on avait, on aura dans 5 ans, 6 ans, le même problème qu'on a avec le PPP et qu'on a voulu arrêter, puisqu'on devra refaire des investissements, on aura été bloqué par une certaine technologie et on devra réinvestir massivement dans d'autres types de bornes. Donc ça sera non et 4 fois non. Monsieur Vidal. Oui, je sais pas quoi dire, moi, par ça. Non, mais c'est bon, je sais quoi dire. Je sais quoi dire. Alors, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, comme sur d'autres sujets, on n'a pas de vision moyen-long terme. Je vous ai demandé en commission, est-ce qu'on allait équiper les hameaux? Vous m'avez dit, peut-être, on va attendre que le SIEA nous fasse une étude, que voilà. Bon. On peut pas travailler comme ça année après année avec un opérateur qui ne donne pas satisfaction déjà sur la fibre, puisque ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'on parle de la fibre, même 5 ans qu'on n'y arrive pas. Là, on parle de leur laisser les clés pour les bornes et on n'a pas de vision. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision avec eux, avec nous aussi, c'est-à-dire qu'on arrive à définir une vision et pas... Toi, tu parlais de l'échéance de 3 ans, 4 ans. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision à plus long terme, parce que c'est vrai que si on a des bornes qui, dans 3 ans, sont obsolètes, voilà, ça joue pas. Et il y a une couverture, il y a un enjeu de couverture, puisqu'on a une commune vraiment très étendue. Donc, voilà. Et où est-ce qu'on va mettre ces places de parc? Surtout que certaines places qui ont été choisies ne sont pas forcément judicieuses. Je pense par exemple aux places de parc devant le Globe. Le Globe, il est plus le Globe qui était un des emblèmes de Divonne. En fait, c'est une place de parc, quoi. C'est au fond d'une place de parc. Et personne ne voit plus ce Globe qui dépérille comme d'autres choses à Divonne, malheureusement. Donc, c'est vrai. Non, mais vous allez voir l'état du bois du Globe. On n'arrive même pas à voir la map monde sur le... Voilà. Donc il faut revoir ces places de parc pour qu'elles soient pratiques pour les gens, qu'elles n'obèrent pas des éléments de notre patrimoine, et puis que ça puisse fonctionner aussi, pas forcément à 3 ans, mais peut-être à 5 ans. Voilà. On a compris, je crois, les positions. Juste pour répondre à 2 remarques. La première, on sait à peu près où les bornes doivent être implantées. On a quand même
les ratios, c'est 60 bornes places électriques qui doivent être mises sur l'ensemble de la ville dans les années qui viennent au regard du nombre de places de stationnement que nous avons. Les ratios sont connus. C'était des données qui avaient été travaillées par les services techniques de la ville à partir de 2000. Pas l'emplacement. Non, mais ça veut dire qu'on a un gros potentiel de bornes électriques qui peuvent également se trouver dans le parking souterrain du quartier de la Gare. Parce que il y a des aspects de mutualisation, il y a des sujets sur les hameaux, ce que j'ai évoqué avec M. Guibert en commission, et il faudra se poser la question. Ça peut être également mettre 60 bornes sur le parking à côté de la piscine au bord du lac. On répond à nos obligations, ça nous permet de répondre à l'ensemble des demandes de bornes et de différentes bornes qui peuvent se mettre en place à cet endroit. Je pense que ça, sur les emplacements de bornes, il y a des discussions qui se tiendront en commission de travaux ou en commission de travail. Et je le redis, aujourd'hui, et comme vous l'avez vu dans la délibération, il n'y a pas d'obligation de commande par le SIEA, mais bénéficier sur une borne de 75% de financement ne semble pas être une erreur, sachant qu'aujourd'hui, on a financé sur les... on doit avoir maintenant 9 points électriques publics de recharge publique à Livonne. On a dû avoir un subventionnement sur une borne. Le reste, c'est la collectivité qui l'a pris à sa charge. Et les premières années, les recharges, pour inciter à la recharge, les recharges électriques étaient gratuites pour les gens qui venaient se connecter. Donc, on va continuer, avec ou sans le SIEA, on va continuer à développer les bornes. Le choix, l'emplacement, la technologie, ça fera des discussions en commission. Et si pour l'une d'entre elles, on peut bénéficier d'une subventionnement, je pense qu'il est utile d'en bénéficier pour la vie. Oui, allez-y. Monsieur Guibert, pour couper le micro. Avec ou sans, faisons sans. Encore une fois, les promotions, franchement, c'est intéressant quand ça vous intéresse. Quand on est partie prenante, quand on a déjà décidé quelque chose, à ce moment-là, oui, c'est intéressant. Par exemple, on vient de voter les subventions d'avant, il n'y avait pas de souci. Et là, j'aimerais vraiment qu'on se dise, attention, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien. Voilà. Allez, donc on va passer au vote. Donc, qui est contre 5. Là, ça fait 5. Quelle surprise. Personne. Donc, le point est validé. Nathalie, ensuite sur la suite des points de travaux. Très bien. Alors, pour l'aménagement de l'avenue du Montlucy avec la création de pistes cyclables entre le secteur du rond-point de la gendarmerie au rond-point d'Arbert, il est prévu que la ville de Divonne-les-Bains réalise des travaux avec un transfert du département de l'Ain à la maîtrise d'ouvrage du renouvellement de la couche de roulement et son marquage hors plateau surélevé. Cette convention détermine la participation financière du département de l'Ain pour un montant forfaitaire de 74 575 000 euros, 74 575 euros TTC. Elle précise aussi les prescriptions techniques imposées par le département de l'Ain qui délègue à la ville de Divonne-les-Bains la maîtrise d'ouvrage. Les missions s'étendent à compter de la signature de la convention jusqu'à la réception de l'ouvrage validé conjointement par les deux collectivités. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention relative à cette qualification. Merci. Il y a des questions. Monsieur Hubert, vous avez le micro. Oui, donc c'est une avenue qui appartient au département. C'est juste ? Voilà. Et donc on nous confie la maîtrise d'œuvre, en fait, cette avenue. C'est juste ? Finissez parce que je pense que c'est pas juste. Mais allez jusqu'au bout, comme ça je comprends. C'est-à-dire qu'on est en charge des travaux pour cette avenue et c'est le département qui est en charge de l'entretien. L'avenue reste au département. Allez au bout. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que là, on travaille pour le compte du département, en fait.
Bah si, c'est leur propriété en fait, cette avenue. Donc vous êtes à l'intérieur de l'agglomération. Donc l'ensemble des travaux qui sont réalisés sur les routes à l'intérieur de l'agglomération sont à la charge de la ville. Dans le cadre du changement de la couche de roulement, c'est exactement le même sujet que nous avions eu devant la mairie. En fait, le département délègue la maîtrise d'ouvrage, le département fait la couche de roulement. Qui délègue la maîtrise d'ouvrage à la ville, donc c'est nous qui l'avons assuré, et puis nous verse 74 575 € pour qu'on puisse faire la couche de roulement. Et nous, on va même mettre un peu plus d'argent, parce que dans le cadre de notre schéma de mobilité, sur les axes de transit et l'avenue du Montmussier dans l'axe de transit, on a dit qu'on mettait du revêtement phono-absorbant, comme on l'a fait au nord du rond-point d'Arbert. Donc moi, j'ai deux questions, des choses qui m'étonnent. C'est d'abord le temps qu'on passe, nous, à cette partie chaussée, elle devrait être payée par le département, en fait. Non, là, on paye juste l'enrobé. Donc on ne paye pas les frais de la mairie, le temps passé par la mairie. C'est nous qui avons fait le choix. Oui, d'accord, mais bon, quelque part, on refait l'enrobé. Donc ça, c'est la première remarque. Oui, enfin, il paye juste l'enrobé, il ne paye pas le... C'est logique. Le département, il va quand même faire une... Enfin, on est en centre-ville, c'est nous qui avons initié le projet. Non, mais il y a une part de maîtrise d'œuvre qui devrait prendre à leur charge, déjà. Bon, bah si, puisque la route leur appartient à ce propriétaire. Alors, la deuxième chose, c'est que là, ils évaluent cette couche d'enrobé à peu près 75 000 €. Une avenue comme ça coûte, je regardais là, 1 million, c'est la délibération suivante, 1 174 000. Donc, on est financé pour ces travaux 6%. En fait. C'est faux. Ah si. Tout est faux. Ah si. Non, mais vous avez oublié de dire que le département nous a déjà octroyé, au titre du contrat de territorialisation précédent, je crois, plus de 100 000 €. Vous avez oublié de dire aussi qu'on a une subvention. Ce projet, si son périmètre n'avait pas augmenté, il était financé à 100%. Parce qu'on a un PUP qui a été signé, même deux PUP qui ont été signés avec des promoteurs, à peu près pour un montant d'1 million €. Et que le fait d'avoir élargi le périmètre d'intervention de la collectivité, c'est ce qui fait passer le coût du projet qui était initialement prévu autour de 1,2 million, qui fait passer à 2,5 millions. Parce qu'on est en train de retravailler sur le boulevard d'Épinay, parce qu'on va retravailler le rond-point d'Arbert, parce qu'on va retravailler le rond-point de la gendarmerie, et on a eu 300 000 € de mémoire de subventionnement de la part de l'État via la région sur la mobilité douce et notamment la réalisation de pistes cyclables de chaque côté de la voie. Donc en fait, le taux de subventionnement de ce projet, je pense qu'au final, il va avoisiner les 50%. Donc il est faux de dire qu'aujourd'hui, le projet est subventionné à hauteur de 7-8%, comme vous l'avez dit. Et le département, c'est 119 000 au titre de la précédente demande de contractualisation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'alignement Montmussier? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Le vote est validé. Merci Nathalie. Suivant convention éclairage public. Alors, dans le cadre de la... Ton micro, Nathalie. Dans le cadre de l'aménagement de la Grand Rue, l'éclairage public choisi est de type caténaire et nécessite au droit de la façade de la propriété de M. Pacali de poser une pince d'ancrage. Une convention de concession de servitude entre la ville de Divonne-les-Bains et le propriétaire détermine les conditions, les prescriptions nécessaires au bon fonctionnement et l'exploitation de l'ouvrage ainsi que les modalités nécessaires et transmissibles en cas d'évolution de la façade du propriétaire. Cet accord permet de supprimer donc un poteau sur le trottoir. Voilà. Il n'est pas prévu de rémunération pour cette mission. Et il sera demandé au conseil municipal d'approuver la convention de concession de servitude et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette convention? S'il n'y a pas de remarques, on va se voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Merci. Le point suivant, c'est un avenant à la réhabilitation de l'école primaire du centre. Alors,
Le 20 février 2024, le conseil municipal a approuvé le marché avec le groupement Chambaud Architectes, Batisafe, ETBA, Brière, pour un montant de 200 000 € hors taxe, soit 240 000 TTC. Une prestation supplémentaire, le relevé de façade, a fait l'objet d'un premier avenant pour un montant de 3 500 € hors taxe, soit une augmentation de 1,75% du montant initial du marché. Le présent avenant a pour objet le rajout de la mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, SSI, pour un montant de 7 300 € hors taxe, soit 3,65% du montant initial, soit une augmentation totale des avenants de 5,4% du montant initial du marché. Le nouveau prix du marché est de 210 800 € hors taxe, soit 252 960 € TTC. Il sera demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette modification de marché. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Monsieur Libert. Pardon, monsieur Augustin, excusez-moi. Allez-y. Monsieur Le Sienne, on ne savait pas qu'il y avait des systèmes de sécurité d'incendie, comme on ne savait pas qu'il fallait des relevés de façade. A priori, quand le cahier des charges a été monté, ces éléments étaient inclus dans le cahier des charges. Donc on les a ajoutés par la suite. Voilà. Il ne peut pas vous donner. Ça me semble important la sécurité incendie, alors on va voter, mais est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Le point est validé. Le point suivant, il s'agit de l'avenant numéro 1 au MPG. Nathalie. Le 21 février 2023, le conseil municipal a attribué pour une durée de 144 mois, soit 12 années, le marché public global de performance associant l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la rénovation des installations d'éclairage public et les installations connexes au groupement Alcyon, Salandre Réseau, Vinci France. Le projet de cet avenant concerne, premièrement, l'amélioration des engagements d'énergie sur l'éclairage public, ce qui permet de passer d'une économie d'énergie de 55,71%, auquel il faut rajouter 12,19% correspondant aux abaissements de puissance proposés dans l'offre de base, soit un total de 67,90%, à une économie totale de 68,95% dès la troisième année, et jusqu'à la fin du marché. La première année, nous avons réalisé 22% d'économie d'énergie, soit 80 000 € d'économie. Au terme de la troisième année, nous obtiendrons 69% d'économie d'énergie, soit 180 000 €. Deuxièmement, les modifications du calcul de la production hydraulique pour garantir le fonctionnement hors maintenance annuelle et pannes éventuelles estimées à 18 jours, hors période de sécheresse. Troisièmement, l'ajout de prix nouveaux au bordereau de prix unitaire G3. Et quatrièmement, l'ajout de prix nouveaux au bordereau de prix unitaire G4. Vous avez dans le tableau ce que ça concerne. Donc voilà, je vous laisse poser les questions. Merci pour cette présentation qui était sans doute technique, avec un avant qui n'a pas d'impact financier de droit collectif. Je suis qui comprend. Nathalie. Allez-y. Il me semble que quand on avait parlé de ça, quand on avait voté à l'époque, on avait dit qu'on avait des options on devait regarder sur la production d'électricité supplémentaire. Moi, j'ai toujours pas eu ce genre de discussion en commission de travaux, je crois que notre groupe préférerait peut-être qu'on parle de production d'électricité plutôt que de production de fleurs. De fleurs. Oui, parce qu'en fait, c'est juste une petite rigolote pour dire que... oui, c'est très rigolo. Pour moi, mais bon, voilà. Ça fait c'est pas grave. Voilà. Je trouve que
Oui, c'est très rigolo parce qu'en fait, les serres, c'est un des bâtiments communaux sur lesquels on investit le plus de consommation d'électricité et de gaz et globalement d'énergie, on va dire. On l'a vu encore avec les chiffres qui ont été donnés récemment. Donc on aimerait bien qu'au lieu de produire des fleurs, on produise de l'électricité, qu'on investisse plus là-dedans. Voilà. Il nous semble que ça serait bien plus efficace pour la transition écologique plutôt que de viser du cas de fleurs qu'on pourrait faire en achetant des fleurs. Voilà. Pas forcément un sujet avec le MPGP, mais en tout cas vous avez placé votre sujet. On peut pas. On aura un débat, je pense qu'on pourra avoir un débat sur la question de la production. Je sais que Daniel Masson travaille sur le sujet. Je pense que ça viendra en commission aussi pour voir de quelle manière les panneaux photovoltaïques. En plus, il y a peut-être consensus là-dessus. Mais non, on ne peut pas avoir un consensus là-dessus, vous avez voté contre le MPGP. Ah non, mais sur la production, il peut y avoir un consensus. Et donc du coup, après il y a la question de lieu, parce qu'il y a des vérifications techniques pour voir si les toits peuvent accepter ou pas. Ça sera commission travaux. Et puis après on pourra avoir un débat sur est-ce que la ligne doit rester électrique ou pas. Ça c'est un vrai débat et je pense que... Non, c'est pas ça le sujet. Après je l'ai compris comme ça. Alors, on débat. J'ai dit qu'il y avait d'autres façons de rester 4 fleurs, on pouvait acheter des fleurs, on n'est pas obligé de les produire. Le sujet c'est d'augmenter la production. Très bien. On passe sur l'autre, du coup. D'augmenter la production, la poignée elle existait avant, le PGP existe toujours, donc c'est ça le sujet, c'est d'augmenter. Oui, donc c'est pour ça qu'on a signé un contrat, c'est d'une part de baisser notre consommation et de l'autre côté de pouvoir produire et d'auto-consommer. Moi je parlais de la production uniquement, puisque c'était le PGP il a déjà été voté, donc je ne vais pas revenir dessus. On est bien d'accord. Sauf que je vous dis aujourd'hui, la première phase du contrat, elle était de pouvoir lancer les travaux de notification de l'éclairage public pour passer en 100% LED et commencer à réaliser des économies dans le niveau de consommation. Et de l'autre côté, de dire que le partie du contrat, c'était produire. Et ça, sur la production, il y a des études qui sont en cours. On a affermi les tranches conditionnelles du marché sur ce point-là, ce qui nous permet aussi de lancer des vérifications techniques, parce qu'on peut pas poser des panneaux solaires sur toutes les toitures. Et donc là-dessus, c'est que Daniel Masson est très assis sur ce sujet. Donc je crois que vous entrez en commission. Ça veut dire que je ne peux pas prendre un engagement pour lui. Je pense que ça va la rentrée. Ok. Donc quand est-ce qu'on peut réussir avec des schémas d'implantation, avec des budgets, avec ce genre de choses. Et c'est un travail de commission, donc ils vous tiendront au courant. La journée de France, c'est pas non plus gênant. Ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'école élémentaire du centre. Exactement. Parce que l'ensemble de la toiture, qui va être refaite dans le cadre des travaux, on souhaite être obligé de supporter une grosse partie de la production électrique et du coup avoir de l'autoconsommation à la fois pour l'école, mais aussi de l'approvisionnement local pour les autres bâtiments publics et ou privés qui peuvent être au bénéfice de cette production énergétique. Ça, c'est nécessite quelques vérifications. Je vous propose qu'on vote sur cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est validé. Le point suivant, c'est sur la mise au monde du silence. Alors, le 19 mars 2024, le conseil municipal a approuvé le marché de travaux de l'aménagement du Montmussy. Lot 1, voirie, réseau divers. Tranche ferme pour un offre de base pour un montant de 1 118 681,70 € hors taxe. Tranche optionnelle 1, création d'un giratoire rue d'Arbert. Tranche optionnelle 2, aménagement du boulevard des Épinettes. Tranche optionnelle 3, création de réseau d'eau pluviale. Tranche optionnelle 4, travaux de décanalisation et création de ruisseaux. Lot 2, espace vert. Tranche ferme pour un montant de 171 818,50 € hors taxe. Tranche optionnelle 1 pour un montant de 15 274 €. Tranche optionnelle 2 pour un montant de 3 316,50 €. Tranche optionnelle 4 pour un montant de 53 440,50 €. Le lot 3, éclairage public, donc tranche ferme
Offre de base pour un montant de 65 307,07 €. Tranche optionnelle, c'est l'offre de base pour un montant de 33 380,50 €. Afin de procéder à la réalisation de ces travaux, la tranche optionnelle 2 du lot 1 et du lot 2 doivent être affermies. Il sera demandé au conseil municipal, à l'unanimité des membres présents du conseil municipal, décide d'approuver et notifier l'affermissement des tranches comme suit. Lot 1, voirie réseau divers. Tranche optionnelle 2, aménagement boulevard des Épinettes pour un montant de 11 904,20 €. Lot 2, l'espace vert, tranche optionnelle 2 pour un montant de 3 316,50 €. Et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point est validé. Le point suivant, il s'agit des délégations, des décisions prises dans la des délégations que le conseil municipal m'a confiées. Nous avons reçu plusieurs demandes d'éclaircissement sur les délégations. La première, c'est concernant la 176. Il s'agit en fait d'un accompagnement sur un diagnostic et une réorganisation, notamment des services techniques de la ville de Lyon-les-Bains. C'est un diagnostic qui est en cours et qui est conduit avec l'accompagnement d'une société privée sous l'égide du directeur général des services. Le point 185, uniquement la service. Le 185, est utile de faire des marges pour 20 €. Normalement, la gratuité du domaine public est interdite pour une société. Donc, c'est pour ça qu'on peut payer, on peut faire payer l'utilisation de notre domaine public qui dépend de ce qui est demandé, peut-être demandé. La 195, les abords de la terrasserie, de quoi s'agit-il? En fait, la terrasserie a un projet de réaménagement de la terrasse extérieure, et notamment avec le choix de modifier leur entrée à la terrasse. Et du coup, au regard de ce réaménagement, on a accéléré l'étude de réaménagement de tout ce secteur qui est situé au droit quasiment de l'hôtel de la terrasserie pour remettre en valeur la fontaine qui existe aujourd'hui, tout un aménagement qui permet de sécuriser l'accès à un établissement public de type hôtel, et troisièmement, de pouvoir gérer la question de la vitesse dans la rue Fontaine. Parce qu'à cet endroit, il y a notamment une vitesse excessive qui arrive ensuite sur le compte de la rue Fontaine. Voilà pour les décisions sur lesquelles vous nous avez interrogé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Lucien. Sur la convention à 20 €, l'idée c'est de savoir combien ça coûte à la collectivité de mettre comme ça une convention d'occupation de domaine public de 20 €. En fait. Entre la convention qui est signée, le passage d'une délibération, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se abstenir que de... En fait, c'est pas légal, c'est une obligation de le faire. On pourrait s'interroger sur le tarif. Pas forcément, on peut s'interroger sur le service, en tout cas il ne faut pas que ça coûte d'argent à la collectivité. Mais c'est une obligation, donc on pourrait, si le partage, se passer. On est bon sur les délégations. S'il n'y a pas de remarques, c'est tout bon. On a reçu également des questions diverses. Vous avez reçu les réponses, mais je vais lire les questions, lire les réponses. Et nous avons appris récemment le projet d'une décharge de déchets inertes à la frontière, aux portes de Divonne et de Vélizy. Toujours ce projet nous concerne très directement. Actuellement, une pétition est en cours. Quelle est la position claire de la mairie de Divonne? Quel est son niveau de mobilisation? Quels sont ses moyens d'action? Y a-t-il eu des prises de contact intercommunales françaises et suisses? Une collaboration est-elle possible pour empêcher un tel projet nuisible à notre environnement? Donc la réponse qui vous a été faite depuis plusieurs semaines, un projet de décharge ensuite suscite des questions. En effet, la ville de Divonne a été réceptionnaire de plusieurs courriers d'habitants et de part et d'autre de la frontière. Ces correspondances expriment leur inquiétude sur les répercussions potentielles de cette décharge sur les infrastructures routières, sur la qualité de l'air ou sur la qualité de vie des habitants. Nous avons sollicité les syndics des deux communes concernées, Communique et Chavannes de Logis, où les prévus de la décharge s'installent, qui nous ont orientés vers le porteur du projet, qui n'est pas la région de Nantes, donc ça a été indiqué ici, mais qui est le canton de Vaud.
Et nous avons signé un courrier conjoint, les maires de Sauverny, Grigny et d'Yvonne. Nous avons sollicité une présentation de ce projet de la part du canton d'Aube, qui est l'autorité qui délivrera les autorisations pour que la décharge se passe si elle doit se faire, et puis que nous puissions être intégrés aux différents comités de pilotage qui sont mis en place par rapport à ce projet. Aujourd'hui, le canton d'Aube nous a accusé la réception de notre demande. On doit trouver une date durant la période estivale pour avoir une présentation des 3 maires de ce projet, en avoir bien connaissance, et au regard de cette présentation, nous déterminerons quelle modalité d'action il s'agira de mettre en place par rapport à ce projet-là pour protéger ce qui doit être protégé. Il est nécessaire d'avoir une information claire de la part du canton sur ce dossier. Et pourquoi on a cette démarche-là? On a souhaité avoir cette démarche-là, c'est parce qu'on a vécu à Yvonne une levée de bouclier de communes voisines sur un projet qui était le projet d'embouteillage de l'eau, où il y a eu énormément de contre-vérités, de fausses informations qui ont circulé avant même qu'il y ait une présentation du porteur de projet ou de la ville aux autorités suisses. Moi, je ne souhaite pas faire les choses à l'envers comme j'estime que cela a été fait dans le cadre du projet d'embouteillage de l'eau, et je souhaite que le canton puisse nous présenter les informations qui sont contenues dans ce dossier. L'entreprise Ronki, de manière informelle, nous a contacté également pour cette présentation, et je pense qu'une fois que la présentation est faite, il sera utile de déterminer quelles actions nous devrons engager par rapport à ce projet de décharge de déchets binaires si le projet va au bout. Monsieur Bustin. J'ai lu avec attention votre réponse et je vous remercie de la précision des éléments. Ce qui nous intéressait malgré tout, et ce que je pense que c'est l'attendait d'Yvonne, c'était une position claire sur la possibilité qu'une décharge de déchets inertes, pas forcément si inerte que ça, s'installe aux portes de Yvonne, parce qu'on parle vraiment de l'autre côté de la rivière, à proximité des terrains de foot globalement. Alors, un peu plus à l'ouest. Ouais, bah les plus concernés aujourd'hui sont Grigny et Sauverny. Bon. Donc malgré tout, c'était intéressant pour nous de connaître la position. Et là, j'ai une réponse qui est très technique, je comprends votre souci d'information, mais je pense que l'information sur l'objectif de la décharge, vous l'avez eu, y compris de façon officielle par les porteurs de projet. Donc quelle est votre position là-dessus? C'est ça la question en fait. Quelle est clairement la position? Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce qu'avec des réserves parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de mesures? Ou est-ce qu'au contraire on estime que c'est pas le meilleur endroit comme le font nos voisins suisses, parce que je crois que les communes ne sont pas forcément très favorables à l'implantation de cette ce qu'on appelle une ISDI en France. Voilà, quelle est la position de l'exécutif de la commune de Yvonne? Voilà. Et ce que je vous ai expliqué dans mon propos, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas une connaissance suffisamment fine du projet pour dire que je suis contre le projet ou favorable au projet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, avec le maire de la commune de Sauverny et avec le maire de la commune de Grigny, de pouvoir avoir une information à la fois par le canton, par le porteur de projet, de manière à ce qu'on puisse avoir des informations, par un canal officiel, avec un dossier documenté, qui nous permettra ensuite d'arrêter une opposition, d'avoir une position au niveau de la ligne. Tout simplement. Et évidemment, je peux être inquiet de ce qui peut se passer à proximité de la Yvonne, à proximité de Yvonne-les-Bains, et qui pourrait avoir un impact écologique. Là, on est en train de caler les dates, donc ça devra intervenir dans la période estivale. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aucune autorisation qui a été donnée pour la mise en place de cette décharge. Et de ce que j'ai pu comprendre, il y a, je crois que le canton va activer, ou en tout cas est en train de regarder et la France pour regarder s'il ne s'agit pas d'activer le dispositif ESCO, qui est une convention internationale, quand il y a des projets qui ont un impact de part et d'autre d'une frontière qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je vais très court, mais donc je pense qu'à la rentrée, au plus tard, on pourra vous faire part, je pourrais vous faire part de la position et la position de la majorité sur ce projet. Vous avez posé ensuite une deuxième question, est-il possible d'obtenir les résultats des audits énergétiques des CEA ainsi que des consommations énergétiques en mégawattheure pour l'année 2024 et pour l'année 2023 et les objectifs 2024?
Pour les audits, ce sont des documents techniques, donc ils sont pas transmissibles. Ils sont évoqués lors de la présentation des projets en commission de travaux et nous avons joint, et j'espère que les graphiques sont entiers, l'évolution de la consommation de chauffe pour la saison 2023 et 2024. Merci pour les éléments joints. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les résultats des audits pour les travailler sereinement. Voilà, on a fait le tour des questions écrites avant Monsieur Guibert. J'ai une question orale. Donc, les Dijonais ont pu remarquer qu'à côté du lac, le skatepark en bois tout neuf est fermé. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour sa réouverture? Et plus généralement, c'est les 60 ans du lac, donc qu'est-ce qui est prévu autour de ce lac cet été? Parce que c'est une date importante et à la fois il faudrait que les équipements fonctionnent, marchent. Voilà. Et en même temps, je pense que c'est bien de faire des événements liés à cet anniversaire. Il y a des modules qui sont dégradés, donc c'est la question pour laquelle on a protégé le site pour le sécuriser. Et il y a des travaux qui doivent être engagés assez rapidement pour que durant la période estivale, on puisse à nouveau profiter du skatepark. Dégradé par des personnes ou... Dégradé par des incivilités en partie. Parce que l'on a l'impression que le bois vieillit aussi déjà. Est-ce qu'il est garanti? Est-ce que cet équipement est garanti par le... En tout cas, pour une partie des problèmes qui sont rencontrés, ce pas des problèmes liés au bois, c'est des problèmes liés à des sujets d'incivilité. Voilà pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales? Si ce n'est pas le cas, je vous réponds. Non, mais c'est partiel sur le skatepark, mais une autre question, j'ai une autre partie. Je n'ai pas entendu. Sur l'anniversaire lié au lac, etc. Oui. Je ne sais pas s'il y a des événements. Oui, il y a un événement qui est en train d'être organisé par l'Office de tourisme pour marquer au mois de septembre les célébrations des 60 ans du lac. Donc une fois que la programmation sera achevée par l'Office de tourisme, là, on pourra la partager. Oui. Par contre, il n'y a rien prévu cet été, parce que c'est quand même dommage d'avoir un lac qui sert surtout en fait, l'été. Et cet été, vous avez ce que vous adorez le plus, on a les Jeux Olympiques. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. On a parlé déjà au sein de cette assemblée. Donc il y a les arcades de Noc qui sont là, avec des événements qui sont organisés en particulier à l'USN, en partie au bord du lac. Et à partir du 26 juillet, il y a le Club Paris 2024. C'est la retransmission de l'ensemble des épreuves des Jeux Olympiques jusqu'au 11 août. On est la seule ville du département de l'Ain à avoir fait, je pense même que le loi français, à avoir fait ce choix de diffuser les Jeux Olympiques. Donc ça va animer tous les bords du lac. Vous avez toute la programmation des estivales du lac qui permet de profiter du lac. Vous avez les institutions qui sont présentes au bord du lac, à la fois à la plage, à Palia, qui fait vivre ce lac. Et le choix qu'on a fait, c'était de célébrer en un temps donné les 60 ans du lac au mois de septembre. Et surtout d'avoir après l'ensemble de nos animations traditionnelles qui soient présentes durant l'été. Voilà. Je vous invite à regarder tout le programme des estivales, un programme où chaque jour il se passe quelque chose sur les plus de 70 jours de la saison estivale. Avant que nous nous séparions, je tenais à vous donner la date du prochain conseil municipal qui se tiendra le 11 septembre prochain. Et surtout, je tenais à remercier très chaleureusement Bénédicte, pour qui ce soir c'est son dernier conseil municipal. Elle a en plus eu un compliment sur la qualité du PV, donc je crois qu'elle a apprécié ce moment. Et en tout cas, c'est pour un prévu. Évidemment, je pense que c'est partagé par tout le monde, à vous remercier pour la qualité du travail que vous avez effectué pour l'animation de nos assemblées depuis maintenant presque une dizaine d'années, 16 ans. Depuis 16 ans, je vous souhaite évidemment une pleine réussite dans votre nouvelle vie dans le sud de la France.
J'espère que vous arriverez à retrouver le même équilibre que vous avez ici à Lyon-les-Bains. Sachez que vous êtes toujours la bienvenue, vous, votre époux et vos enfants ici. En tout cas, merci pour ce que vous avez accompli depuis tant d'années. Et je tenais du coup, en profiter aussi pour accueillir Marie Tellier qui prendra la succession de Brigitte dans les conseils municipaux pour la gestion de l'Assemblée. Bienvenue donc, voilà. Merci en tout cas et je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup.